Ja, de Odyssee van Mohammed. Dat is de titel van het nieuwe boek van Mohammed el-Bashiri, die bij de aanslagen in maart 2016 zijn vrouw Lubna Lafkiri verloor. Zijn oproep voor een jihad van de liefde werd miljoenen keren bekeken. En zijn inzet voor dialoog en tolerantie werd maandag nog bekroond met een Europese prijs. Monsieur el-Bashiri, oui, d'abord mes félicitations. Vous avez remporté lundi le prix, et je dois voir, en Allemagne, le prix du Conseil de la ville Constance, oui, pour la tolérance en Europe. C'était Herman van Rompuy qui vous a proposé. Oui. Ça vous a touché, hein, ce prix? Ça m'a énormément touché. C'était une très belle cérémonie et c'est surtout une grande reconnaissance. Et monsieur Herman van Rompuy a eu des mots très forts. Et c'était... je dois avouer que je suis quand même assez... je ne comprends pas l'ampleur de ce qui m'arrive. Parce que mon message, en fait, il est pas compliqué. Il est simple. Oui. Je ne fais pas forcément d'efforts pour délivrer ce message. C'est quelque chose qui est naturel, en fait. Et là où je me pose la question, c'est comment ça se fait qu'un message aussi simple, en fait, puisse être autant mis en valeur, honoré, récompensé, alors que c'est un message, oui, pour moi... Oui, c'est simple, mais c'est quand même un message extraordinaire. Hein? Oui, c'est quelqu'un qui a perdu son épouse. Oui. Peut-être, mais oui, je pense que c'est un message avant tout d'amour, parce qu'on est porté par l'amour et par des valeurs fortes et par des convictions aussi. Et quand je dis des valeurs fortes, c'est avant tout des valeurs humanistes. Ce besoin, ce désir, ce besoin vital d'aimer les autres, de rencontrer les autres, de partager avec les autres. Et c'est peut-être voilà, ça que vous trouvez beau. Regardons encore une fois ce qui était votre djihad d'amour qu'on a diffusé en décembre 2016. Ouais. Oui, j'ai appelé au djihad. Mais attention, pas n'importe lequel des djihad. Je parle de ce djihad qui ne connaît pas la haine, ce fardeau pesant qui noircit les cœurs. Je parle du plus vrai, du plus noble, du plus beau combat pour un musulman qui s'oppose à la terreur. Ce djihad qui incite à aller vers l'autre, son frère, différent, pour lui sourire, le comprendre et lui exprimer de l'empathie. Ce djihad qui aime pour exister, qui cherche l'étreinte pour éteindre les flammes de la rancœur et qui n'impose pas sa vérité. Car comme il est dit dans le Coran, « La ikraha fid din », nulle contrainte en religion. Ce djihad, mon djihad, qui crie son amour pour l'Occident, cette partie du monde qui m'a vu naître et qui m'a tant donné. Moi, l'enfant de l'univers, votre frère en humanité. Ce djihad d'amour devrait être la réponse à ceux qui cherchent à nous diviser et à propager la violence et le terrorisme. Ja, miljoenen mensen hebben dit gezien. Jullie ook? Ja. Ja. En als ik het nu terugzie, dat is echt kippenvellen. Dat is zo mooi, krachtig neergezet. Dat is indrukwekkend. Ja. Vous avez reçu beaucoup de réactions, même du pape et de 2 djihadistes. Oui, ça c'était quand même assez émouvant. Parce que c'était des personnes qui me demandaient pardon, en fait. C'était une personne qui avait été en Syrie, qui m'avait envoyé un message en me disant « Je te demande pardon, j'ai lu ton livre ». Et j'ai été très touché. Et puis j'ai aussi eu le message d'une autre personne que j'ai rencontrée, qui était en larmes quand elle m'a vu, et qui m'a dit qu'elle était heureuse. Le jour de l'attentat, elle avait fait la fête, et qu'elle était endoctrinée par cette idéologie. Et donc c'est quand même des moments marquants, des moments forts, et des moments, moi, qui me touchent et qui me réconfortent malgré tout, parce que voilà, le message fait changer peut-être des destins. Et pour moi, ça fait partie justement de mon combat, de ma lutte. Ouais. Et maintenant, vous avez écrit un autre livre, un nouveau livre de Odyssée van Mohammed, l'Odyssée de Mohammed. Pourquoi ce deuxième livre? À vrai dire, dans un premier temps, mon éditeur m'a dit que beaucoup de gens aimeraient savoir comment je vais, qu'est-ce que je deviens. Ah oui. Et donc l'impulsion, l'idée, elle est venue au départ de cette question. L'idée était de répondre à cette question. Mais comme pour moi,
le message que je transmets est plus important que mon vécu et que ma personne. Même si je réponds et j'écris les dures réalités à laquelle j'ai été confronté, il y a toujours le besoin de transmettre un message et de continuer mon djihad de l'amour, en fait. C'est pour ça que dans ce livre... Oui, mais le ton est plus sombre. Le ton de votre premier livre, Le djihad de l'amour. Hein. Le ton est plus sombre parce qu'il y a une part, une réalité, un vécu après attentat, avec ce sentiment d'abandon de la part des autorités. Une colère aussi. On a de la colère. Et la colère est quelque chose d'humain, quelque chose de normal. Et c'est pas de la haine. C'est là la nuance. La colère est quelque chose qu'on peut avoir à l'encontre de quelqu'un qu'on aime. À l'encontre de quelqu'un en qui on attend quelque chose. Ouais. Et donc, moi, les autorités belges, et surtout par rapport à mes enfants, j'espérais vraiment quelque chose de leur part. De l'aide, une considération. Mais ils vous ont déçu. J'ai été très déçu et je pense que je ne suis pas le seul. Et d'ailleurs, je profite pour exprimer ma pensée et ma solidarité avec toutes les autres victimes. Parce que moi, j'ai encore cette chance de pouvoir être ici et de pouvoir m'exprimer. Mais vous avez plein d'autres victimes qui sont abandonnées et qui ne s'expriment pas. Mais vous parlez même de violence institutionnelle. Violence institutionnelle. J'ai eu un de mes enfants qui a été déscolarisé en plein milieu d'année. Pourquoi ? Mais parce qu'à l'école, ça n'allait pas. Parce qu'il était trop agité. Mon gamin avait perdu sa maman et le suivi psychiatrique a été très mauvais. Et finalement, mais il y a plus de détails dans le bouquin, mais donc il y a quand même eu des choses qui ont été un traumatisme après le traumatisme, un traumatisme supplémentaire, même vis-à-vis de mes enfants et en particulier d'un de mes enfants. Et donc on est dans une société où parfois, c'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur l'empathie. On est dans une société où on manque beaucoup d'empathie. On est beaucoup dans les règles, on est beaucoup dans les lois, mais l'aspect humain est mis de côté. Ouais. Et c'est ce que je déplore. Mais vous avez rencontré ou vous aviez un rendez-vous avec le ministre de la Justice un certain temps. Oui. Mais vous aviez presque raté ce rendez-vous. Ah oui, je raconte cette anecdote, c'était incroyable. C'est incroyable. C'était exactement le jour où il y avait une opération de grande envergure je ne sais pas si on peut dire anti-réfugiés. C'est-à-dire, il y avait des contrôles partout. Et il s'avère que moi, j'étais au restaurant, au centre-ville, avec une amie, juste un peu avant la rencontre avec monsieur le ministre. Et puis, il y a eu une descente de police pour des contrôles d'identité. Et étrangement, nous étions contrôlés. Et vous aviez une autre partie du restaurant qui n'était pas inquiétée ni contrôlée. Et il s'avérait que c'était des Belges souches ou des Blancs. Mmh. Et donc, on nous a demandé de donner notre carte d'identité et de poser notre téléphone. Donc, on n'avait pas le droit de le toucher. Et ça a duré au moins un quart d'heure. J'ai un rendez-vous avec le ministre. Il s'avère qu'après un quart d'heure, je m'étais un peu... parce que j'allais vraiment rater mon rendez-vous. Donc, j'ai demandé à un officier à voir le supérieur. Parce que j'avais rendez-vous avec le ministre. Et la personne a cru que je me foutais un peu de lui. Parce que pour lui, limite, j'étais peut-être un Afghan ou un Syrien. Et de par mon faciès, et lui dire que j'avais rendez-vous avec le ministre de la Justice, quelque part son patron, c'était un peu se moquer de lui. Et donc, au final, j'ai rencontré le ministre, je lui en ai fait part, et j'ai eu des excuses de la part du ministre, mais c'est pas des excuses que je veux, c'est juste que les choses se passent de manière qu'il y ait plus de dignité pour chaque citoyen, qu'il soit blanc ou... Et il y a un chapitre dans votre livre, « Il ne nous aime pas ». Oui. Ouais. C'est vraiment votre sentiment ? Non, ce n'est pas mon sentiment actuel. Après mûre réflexion et après des années... mais ça a été mon sentiment durant ma jeunesse. Je parle de mon parcours en tant que Molenbeekois. C'était pas toujours facile. Je raconte des anecdotes. Nous, on a été contraints... On critique souvent le communautarisme. Mais nous, on a été contraints à un communautarisme forcé. C'est-à-dire que moi, qui venais de Molenbeek, si j'allais avec des amis dans d'autres communes, à Uccle, à Woluwe ou autres,
si la police nous contrôlait, la première question qu'on nous posait, c'est « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Retournez à Molenbeek. Uh-huh. Et donc, on était là où on se sentait le mieux, en sécurité, protégé, et le moins embêté, en fait, c'était à Molenbeek. Oui. Et donc, quand on y repense avec du recul, c'était vraiment... C'est aussi un sentiment d'infériorité. Sentiment d'infériorité, j'en parle aussi. Hein, j'ai parfois été contraint de même cacher mon identité marocaine pour pouvoir être accepté, que ce soit dans les discothèques ou que ce soit avec les filles. Dire que vous êtes Mohamed de Molenbeek dans les années 90, c'était compliqué, c'était difficile à vendre, comme je le dis. Et donc, tout ça, ça engendre des frustrations. Ouais. Tout ça, c'est des blessures. Et il faut vraiment un travail de réconciliation avec son identité pour pouvoir grandir et pour pouvoir être bénéfique pour la société. Moi, mon salut, je le dois à la lecture, je le dois à la découverte de mon identité à travers des livres révélateurs. J'ai cité Léon l'Africain, mais pour moi, ça a été une révélation. C'était voir l'Andalousie, mes origines, mais de manière beaucoup plus positive, avec beaucoup plus d'ouverture, et même avec beaucoup plus d'ouverture que même l'islam enseigné ici en Belgique. Oui. Zou ik heel even een vraag mogen stellen? Omdat de vraag daar straks gesteld werd van ja, oké, meer vrouwen in de politiek, verandert dat iets? Oui. Merkt u iets van het feit dat we de laatste jaren toch wel een ernstige toename hebben van het aantal etnisch-culturele minderheden, vooral in de Brusselse politiek bijvoorbeeld, het Brussels parlement nu, rond 1/3. Etnisch-culturele minderheden. Merkt u daar iets van? Verandert dat iets voor u in uw dagdagelijkse realiteit? Van ethnic profiling, gecontroleerd worden, dat soort zaken? Ou est-ce que c'est devenu pire? Non. Moi, j'ai plus 20 ans, donc je suis plus confronté aux mêmes problèmes que les jeunes. Et vous avez des enfants? J'ai des enfants, ils sont encore tout jeunes. Est-ce que ça change quelque chose? Je pense qu'il y a une... Je pense, Ouais. hein, il faut être aussi optimiste. Je pense qu'il y a une évolution à ce niveau-là, il y a une évolution. Et donc, il y a un côté positif. Par contre, il y a un climat anxiogène, un climat de peur entre les citoyens qui est très mauvais, un climat délétère. Et contre cela, il faut œuvrer, il faut lutter. Parce que c'est pas bon pour nous, parce que c'est... Il n'y a plus de polarisation maintenant. La polarisation, le problème, c'est que les politiques ont tendance à récupérer ce qui... vous savez, la peur, par exemple, est quelque chose d'extrême... Pour un politique, c'est très intéressant. On parlait tout à l'heure de la chute du mur de Berlin, ensuite le communisme, l'idéologie communiste. Le communisme était la bête à abattre à l'époque. Oui. Et donc, c'était quelque chose, pour nous, les Occidentaux, qui pouvait qui nous unifiait parce qu'on avait un ennemi commun. Et j'ai eu l'impression qu'après la chute du communisme, il y a eu une autre bête à abattre, une autre idéologie, c'était l'islamisme. C'était l'islamisme. Et le souci, c'est que nous, musulmans vivant en Occident, on a été assimilés à cette idéologie. Donc on était quelque part le danger intérieur au sein de l'Europe. Et ça a été, et 2001 n'a pas aidé, que du contraire, ça a été très, très, très dur, très difficile. Ouais. Et donc, tout cela a engendré beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Et le eux et nous a été plus grand. Et après, vous avez eu, le résultat, c'est que vous avez eu des jeunes qui ont été tentés et qui ont adhéré au discours radical en disant « ils ne vous aiment pas ». Ils ne vous considèrent pas dans la société. Nous, on va vous donner une place, on va vous donner une identité, on va vous donner une reconnaissance. Ouais. Et voilà. Encore beaucoup de travail pour vous. Est-ce que vous le feriez à nouveau, votre appel au djihad là? Ah oui, mais vous savez, même ce livre-là, c'est la continuité de l'appel au djihad. C'est pas votre dernier livre? Non. Je ne sais pas, mais en tout cas... vous savez, moi, je vais encore plus en profondeur par rapport aux questions théologiques, aux questions philosophiques. Et qui veut savoir plus, le livre sera présenté demain? Le livre sera présenté demain
à Bruxelles. Oui. Ouais. En op 15 november ook in de Chez Rataplan Darna. in Borgerhout. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en Dank prie. ook aan mijn andere